Florence, de quoi est-ce que tu vas nous parler cet après-midi? Moi, je vais vous parler des frontières de l'identité. La façon dont on peut déplacer les frontières. Alors, ça tombe bien, visiblement, je suis à côté de Morgane et Viviane, deux fées. Et on est dans un univers mythique, puisque Ségalen a terminé sa vie dans l'endroit où Merlin lui-même est mort, n'oublions pas. Et ce que je trouve fascinant chez cet auteur, qui me fascine depuis très longtemps, c'est justement cette capacité à élargir les frontières de notre identité, pour justement d'abord avoir une dimension mythique, sinon on ne serait pas là, fondamentalement. Il continue à vivre et à revivre à travers la passion qui l'inspire, et du coup à la façon dont il nous inspire. Voilà. Donc je vais vous parler des frontières de l'identité, à tout usage pour vous, puisque nous aussi on peut choisir d'augmenter notre identité. C'est une sorte d'identité virtuelle en 3 dimensions, 5, 6. Voilà. Je commence ? Alors, Victor Ségalen, comme je vous le disais, il fascine complètement, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a été un dromomane. C'est un mot qu'on a créé quand on a parlé de Rimbaud. C'est une personne qui circule beaucoup, qui voyage énormément, qui ne tient pas en place. Ça m'a fasciné. Donc voilà, donc c'est une personne qui a aussi construit son mythe. Alors certes, il y a eu cette mort théâtralisée, je ne sais pas, sur laquelle on reviendra, mais enfin certainement théâtrale. Et puis il y a aussi les choix littéraires qu'il a pu inspirer chez beaucoup d'autres. Et puis moi, à titre de psy, il m'intéresse bien évidemment, parce que, alors là je suis freudienne d'obédience, mais jungienne de cœur, parce que Ségalen a cherché l'identité, enfin c'est clairement quelqu'un qui a été en quête toute sa vie, mais il est parti du plus banal, ce qu'on appelle le moi. Je voulais vous faire un diagramme, mais je vais vous le faire de tête. Il y a une échelle qui est le moi, c'est ce qu'on pensait être, nos opinions, je suis de gauche, de droite, etc. Il y a la persona, c'est l'apparence professionnelle, sociale, et puis tout en haut il y a le soi, l'être profond. Et visiblement c'est quelqu'un qui a cherché vers ça. Et c'est ça qui est fascinant chez lui, parce qu'il interroge l'identité, mais sous l'angle de l'âme, ce que j'appelle le soi ou l'âme. Vous savez, c'est quelque chose de très très profond en nous, qui sait ce qu'on vient faire sur Terre, ou en tout cas ce vers quoi on va. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est une quête inspirante, donc je vais vous en parler, notamment à travers 2 grands thèmes, tels d'identité à travers les métiers, les professions, puis à travers la géographie. Et puis après, je ferai un détour par moi-même pour vous dire en quoi il m'a inspiré. Donc il a élargi ma propre identité, à toute fin, pour que vous puissiez faire un retour sur vous-même et vous poser, ce que vous avez déjà fait, sinon vous ne seriez pas là d'ailleurs, la question de comment est-ce que je peux augmenter mon identité en me passionnant pour Ségalen. Alors, juste une chose sur le contexte de naissance de Ségalen, et je remercie Laure de m'avoir acquiescé sur ce que j'allais dire. En fait, Victor Ségalen, il faut savoir qu'il est quand même né dans un contexte identitaire déprimé. Déprimé parce qu'il est né à la fin des années, en 1878, donc fin du 19e siècle. Et comme vous le savez, il y a eu, alors sans polémique, un processus culturel d'acculturation française assez violent mené à cette époque, qu'on fait un excellent livre qui s'appelle « Comment peut-on être breton » de Morvan Lebesque. Et en fait, tout ce qui était particularité régionale bretonne était sinon rejeté, par les Bretons, par les cochons, mais moqué ou stigmatisé. Avec on ne va pas revenir dessus parce qu'on est dans un univers de beauté, donc on ne va pas parler du passé honteux, mais tout ce qu'on a pu dire sur les Bretons paresseux, sales, ignables, etc. Il est né dans ce contexte-là. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'en parle jamais. Mais en tant que finistérien, il l'a forcément vécu. Cette espèce de rejet de soi-même, de rejet culturel que la culture française faisait peser sur la culture bretonne, qui était une grande culture. Voilà. Donc, contexte collectif déprimé. Contexte individuel, alors là c'est la psy qui parle, pas terrible non plus. Et effectivement, Ségalen est né d'un papa et d'une maman qui travaillait d'ailleurs pour la marine, enfin son père, mais son grand-père est issu non d'une lignée ségalène, mais d'une lignée Tréguier. En fait, Ségalen avait un père qui lui-même était bâtard, c'est-à-dire qu'il avait été recueilli par la famille du père biologique qui pour autant ne l'avait pas reconnu. Sa grand-mère, pour le coup, avait travaillé comme domestique au domicile des parents biologiques, mais il n'avait pas eu le droit, le père, de porter le nom de son propre père. En clair, Ségalen, ça vient des femmes. C'est sa grand-mère, donc, qui portait le nom Ségalen. Donc en fait, il a été exclu de la lignée des hommes. Le patronyme qu'il portait n'était pas un patronyme d'homme, c'était un patronyme de femme. Alors évidemment, quand on lit ça, étant donné les 2 aspects identitaires dont on vient de parler, un contexte culturel et politique totalement sombre pour une culture ou une identité profonde, plus
une faute en arrière-plan dans une histoire familiale, une faute, une tâche, bâtardise, le mot pour est violent, particulièrement en Bretagne à l'époque, on peut se dire que ce n'est pas tout à fait un hasard que Victor Ségalen ait choisi des identités beaucoup plus grandes, imaginaires, construites, et que mieux, il ait réussi à les vivre, ces différentes identités. Parce que ce qu'il avait comme identité réelle n'était pas foncièrement inspirant, vous en conviendrez. Donc ça, c'est le contexte. Alors, il a pris deux formes, enfin, cette quête d'identité a pris deux formes chez lui qui sont très intéressantes, parce que profondément modernes. C'est aussi qui fait son actualité. L'identité professionnelle, et ben voilà, elle a été multiple. Et je vais prendre une terminologie qui est très à la mode aujourd'hui, c'est celle des slashers. C'est un mot anglo-saxon, évidemment, qui désigne les personnes qui ont plusieurs métiers à la fois. Vous voyez, par exemple, moi je suis psychanalyste, je suis coach, j'écris des livres, donc je suis une slasheuse. Françoise est une slasheuse, elle s'occupe, parmi les quelques slashs que je connais, elle a une galerie, elle s'occupe d'ici. Voilà, slasher, c'est les gens qui ont plusieurs identités. Et Victor Ségalen, il a été médecin, archéologue, ethnologue, romancier, poète. Il a été plusieurs métiers à la fois. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque métier, lui aussi, il en a déformé l'identité. Alors, je vais vous donner quelques exemples. D'abord, il a été médecin. Un peu par défaut, semble-t-il. Au départ, il voulait être officier de marine. Manque de bol, il est myope. Donc, il est malade, mais il fait comme ses études de médecine. Mais il devient médecin de la marine. Donc, il devient marin à sa façon. Il embarque. Ensuite, thésard en médecine, puisqu'il fait sa thèse en médecine. Il ne va pas écrire une thèse sur, je ne sais pas quoi, la grippe, la pneumonie. Il écrit une thèse sur l'observation médicale chez les écrivains naturalistes. Ce qu'on appelle un stretch. C'est-à-dire, il écrit sur l'alcoolisme chez Zola, il écrit sur l'hystéro-neurasthénie chez Huysmans, il écrit sur le dédoublement de la personnalité chez Rimbaud, il a écrit un livre là-dessus, il s'intéresse à la parapsychologie, il s'intéresse à l'hypnose. En fait, d'une certaine manière, pour moi, il devient psy à sa façon. Alors, la psychanalyse était naissance à l'époque, il ne pouvait pas avoir le label comme moi, mais il devient psy à sa façon. En tout cas, ce n'est pas de la médecine traditionnelle, ce que fait cette personne. Pareil, médecin de la marine, alors il voyage, il va à San Francisco, il va en Polynésie, il s'imprègne à fond de la culture de manière extrêmement sensuelle, sensorielle manifestement, la culture maori, il vit, d'ailleurs il dit qu'il est violemment, c'est violemment vrai, il est très heureux là-bas, enfin il le vit avec tous ses sens, il rencontre, il se met à apprendre le chinois quand il part en Chine, il fait des expéditions archéologiques, il obtient, on le voit ici d'ailleurs sur ses panneaux, une mission officielle, bref, il devient ce que j'appellerais ethnologue à sa façon, et aussi archéologue à sa façon, sans en avoir fait les études, on est d'accord. Donc ça aussi, encore, il déplace l'identité. Il prend un métier, mais il l'étend. Ça continue. Il est amateur de littérature, c'est un médecin quand même à la base, hein. Il est amateur de littérature, et il écrit un roman. Mais pas n'importe quel roman. Il écrit René Laïs, c'est-à-dire un texte hybride entre le récit romancé et une sorte de roman policier. En gros, c'est le dialogue entre un narrateur, qui est un Français, qui est en Chine, et un jeune diplomate belge, assez inconnu, qui s'appelle René Laïs, qui lui raconte des tas de choses, parce que ce fameux René Laïs connaît bien la cité interdite, a été l'amant de l'impératrice, enfin bref. Donc en fait, c'est une sorte de roman, mais c'est un roman à sa façon. On n'a jamais vu à l'époque un roman comme ça. Les récits, ça n'existe pas. Et pareil, dans ce roman, ce fameux René Laïs lui explique des tas de choses. Il lui dit, écoute, j'ai connu l'empereur défunt, parce que Ségalen est fasciné par les grandes dynasties. J'ai connu l'empereur, j'ai été l'amant de l'impératrice, il lui décrit la cité interdite. Et donc en fait, c'est des sortes de super pouvoirs. En fait, ce René Laïs a des super pouvoirs. Donc quelque part, en racontant ça, Victor Ségalen devient quelque part une sorte de super-héros. En tout cas, il y a quelque chose de très magique qui s'écrit et qu'il invente. Parce que personne n'est allé dans la cité interdite, en tout cas pas un occidental, ça c'est certain. Et bien sûr pas René Laïs qui n'est qu'un personnage de fiction. Et enfin, on termine sur à sa façon. Il aime la poésie, il se promène en Chine, il voit ces fameuses stèles, ces monuments funéraires avec des inscriptions, évidemment des inscriptions très votives, très, très codifiées. Et lui, ces monuments lui inspirent un magnifique ouvrage que je vous recommande de lire parce que c'est totalement contemporain, c'est vraiment de la poésie qui nous parle au cœur, qui s'appelle Stèle. Et dans Stèle, il y a toute une réflexion, d'ailleurs j'aime beaucoup celui qui là-bas est dit funéraire, où il parle justement de sa mort et des paroles qu'il entendra.
Et il se met à écrire des poèmes à sa façon, reproduisant même dans son écriture cette espèce de versification verticale. Donc il devient poète, mais à sa façon. Et c'est ça, qu'en termes d'identité, je trouve absolument fantastique, parce que, à sa façon, toutes les frontières, les segmentations, les métiers orchestrés, où on ne fait pas tel métier si on n'a pas tel diplôme, ou telle reconnaissance officielle, ou telle compétence validée, Victor Ségalen, il n'en a rien à faire. Il le fait, il le vit, il ose. Et ça, c'est formidable. Ça fait penser bien évidemment à Rimbaud, qui s'est, alors, pas autodécrété parce que son génie était tel qu'il s'est imposé, mais entre 17 et 20 ans, poète. Et après, qu'a fait Rimbaud? D'abord, ce qu'on ignore, c'est qu'il parlait espagnol, allemand, anglais, qu'il a été officier, qu'il est parti en Suède, qu'il est parti en Allemagne, qu'ensuite, évidemment, il est descendu sur l'Afrique, qu'il a été convoyeur de plein de choses, sauf la drogue, ça ne se faisait pas à l'époque, mais il a fait les épices, il a fait les armes, il a fait l'or pour des rois exotiques, il a été commerçant, il a été baroudeur, il a été aventurier. Enfin, il s'est autorisé, il a même tenu des livres de contes d'une précision exemplaire, comme quoi la poésie mène à tout. Et voilà, et ça, c'est aussi quelque chose qui est un déplacement d'identité, quoi. Je décide que je ne serai pas ce que j'ai commencé à être, ce qui marche pour moi, et la façon dont les gens me voient. Et ça, ce sont des personnages qui agrandissent leur identité par rapport à ça. Donc, il se joue des frontières identitaires, ça c'est certain, sur le plan professionnel. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les frontières, en fait, c'est lui qui les organise. Donc, en fait, si on l'avait interrogé, je pense que de manière extrêmement logique, il nous aurait exprimé une carrière tout à fait logique. Parce que c'est lui qui organise tout ça. Et ça, c'est le miracle aussi parfois de certaines... C'est le récit qu'on se raconte sur nous-mêmes qui en établit la validité. Deuxième déplacement d'identité. L'identité géographique. Bon, on l'a vu, il est né en Bretagne, dans un contexte qui n'était pas super optimiste, on va dire. En tout cas, ce n'était pas la grande période. Néanmoins, c'est vrai qu'il n'a pas écrit sur ce qui se passait en Bretagne, il n'a pas du tout de revendication culturelle ou identitaire. Manifestement, dès qu'il a pris, il est parti à Bordeaux pour suivre ses études de médecine, et il est parti en Asie. Il a pris un bateau et il est parti. Enfin, d'abord les États-Unis, l'Amérique et ensuite l'Asie. Et en fait, il disait d'ailleurs, je me sens né pour vagabonder, voir et sentir tout ce qu'il y a à voir et à sentir au monde. C'est certain que ça ne fait pas quelqu'un de casanier. Donc il est parti dans tous ces endroits, mais comme on l'a vu dans les frontières identitaires ou dans les frontières géographiques, il ne s'est pas arrêté et il a toujours essayé d'aller plus loin. Et le plus beau symbole à cet égard étant cette fameuse cité interdite en Chine. C'est-à-dire que, parce que c'était un lieu mythique par excellence. Et en fait, on voit bien d'ailleurs dans Nélaise, pour ceux qui l'ont lu, enfin, le diplomate meurt, ne révèle pas tous ses secrets. On voit bien que dans la quête d'identité géographique, il y a quelque chose qui résiste à l'exploration de Victor Ségalen. Certes, il adorait la Chine, mais il n'a pas pu aller non plus jusqu'au fond. On voit bien qu'il s'inspire quand même de toute une tradition littéraire et picturale. Quand il va en Polynésie, il est passionné par Gauguin, il a même acheté des tableaux de Gauguin. Quand il va en Afrique, il va à Djibouti, et c'était 13 ans après la mort de Rimbaud, il parle à beaucoup de personnes pour comprendre ce qui s'est passé pour Rimbaud. Et dans le reste des pays, qui fréquente, comme la Chine, il a toujours ce côté très presque identitaire de la littérature du 19e. Il faut savoir qu'il y a eu toute une tradition du récit de voyage au 19e siècle, Chateaubriand, Gérard de Nerval, Flaubert, où les personnes ne se contentaient pas de voyager, comme on peut le faire aujourd'hui, mais s'installer durablement, voire arriver à travailler sur place, voire se marier. C'est par exemple ce qu'a fait Gérard de Nerval quand il a écrit Le Voyage en Orient. Voilà, donc une espèce de tradition où j'élargis mes frontières d'identité, mais en même temps je suis dans une espèce de filiation où le voyage c'est vraiment découvrir l'autre et un autre moi-même. Donc voilà, donc en fait, ce qui est intéressant d'ailleurs, Gérard de Nerval qui s'est suicidé après son retour, comme vous le savez aussi. Comme quoi ces voyages, cette ouverture de l'identité à autre chose et à autrui, ne sont pas neutres, en tout cas dans la façon, avec l'intensité qui était celle de l'époque, puisque le retour est difficile. D'ailleurs, c'est ce qui arrive à Victor Ségalen. On voit qu'il revient, enfin c'est décrit ici, vous avez même cité cette phrase où il dit « Je constate que la vie s'éloigne de moi ». Donc en fait, il revient, il est médecin, il retourne en Bretagne, à Brest, et il décline doucement, avec visiblement une envie de vivre qu'il quitte. Et en fait, dans la série Abolition des frontières, moi je voudrais revenir sur cette scène finale, pas bien évidemment par morbidité lugubre, juste parce qu'elle nous éclaire sur les identités. Et elle est presque, je dirais pas iconique, mais il y a quelque chose de totalement magique et fascinant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on y revient toujours, et c'est pour ça aussi qu'Ouégoat ou Daphné est tout près de cet endroit, parce qu'en fait, il y a plein d'identités qui se sont mises en place. Donc, je reviens sur la scène, pour ceux qui ne la connaissent pas.
il est écrit que donc Victor Ségalen, un matin, a quitté l'hôtel d'Angleterre où il séjournait, habillé en officier de marine, vraiment la tenue qu'on met pour aller se balader en forêt, enfin je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais ça peut faire surtout en cette période. Donc il est habillé en officier de marine, il a pris son Hamlet sous le bras et il va se promener en forêt de Wellgoat. Et puis ensuite, on le retrouve effectivement sur un petit tertre, enfin une petite colline, blotti, dans un lieu totalement caché d'ailleurs, blessé d'une blessure à la cheville, pour autant plus ou moins rafistolé avec un garrot, et bien évidemment mort. Et c'est son épouse Yvonne qui le retrouve. Et qui dit elle-même de cette cachette, il est monté mourir, ça c'est Yvonne qui l'écrit ça, il est monté mourir dans l'endroit où nul ne pouvait lui porter secours. Donc c'est une mort très mystérieuse qui évidemment, bien sûr, touche beaucoup et puis fascine aussi, parce que il a fait comme s'il voulait s'en sortir, le garrot, et en même temps il s'est caché pour mieux y rester, la montagne. Enfin la montagne, la colline. Et quand on regarde les identités qui se passent dans cette décision de mourir, ou en tout cas consciente, inconsciente, on ne sait pas, elle ne saura jamais, c'est tout le respect de cette scène, c'est intéressant parce qu'il y a plein d'identités. Et j'ai envie de les visiter avec vous. Sur le plan, regardez, il y a l'identité celte. Il n'a pas choisi n'importe quelle forêt. Il n'est pas allé en forêt de Rambouillet. Non, il est allé sur la forêt de Brocéliande. Enfin, il y a plusieurs lieux pour la forêt de Brocéliande, comme vous le savez, mais celle qui semblerait être la forêt de Brocéliande, c'est celle-ci. En tout cas, Wellgoat, Viviane, Morgane, Merlin ayant séjourné, la légende arthurienne y est sise. Donc, c'est un celte, une identité celte, première identité. Deuxième, c'est une identité militaire. C'est un officier. La personne qui est allongée en costume est un officier de marine. Donc c'est un officier qui meurt. Il y a une identité médicale, c'est aussi un médecin. C'est quand même, il se fait un garrot, et il le fait bien. Ça ne suffit pas, bien sûr, vu la profondeur de la blessure à la cheville, mais il se fait un garrot. Une autre identité, c'est l'identité chinoise, c'est un sinologue. Vous avez vu la sépulture sur la petite colline, dans la nature, avec ces mots à la fin, et laisser ce petit village, et j'entendrai des paroles. Lui aussi, il est tout près d'un petit village, donc c'est aussi un sinologue qui meurt, consciemment ou inconsciemment. Je ne suis pas en train de dire qu'il a théâtralisé, il a établi sa mise en scène, mais c'est ce qu'on voit comme identité en tout cas. Donc, le sinologue. Et puis, moi, il y a une autre identité qui m'a frappée, c'est l'identité du poète. Parce que quand je repense à cette mort, je pense forcément à Rimbaud, un poème que vous connaissez qui s'appelle Le Dormeur du Val, dont je vais vous donner quelques vers, qui est « C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue et la nuque baignant dans le frais, cresson vert d'or. » Donc voilà. Donc en fait, et là où s'est éteint Victor Ségalen, il y avait effectivement une rivière d'argent aussi. Donc les symboliques. Donc c'est aussi le poète qui meurt comme ça. Bien sûr, il y a le philosophe ou le littérateur, si je puis dire. Il s'est éteint avec Hamlet, ou une réflexion sur le fameux to be or not to be. Donc en fait, est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? Shakespeare, alors là on peut aussi partir en abîme parce que Shakespeare est un auteur mystérieux, comme vous le savez, qui n'est pas forcément défini comme une personne ou plusieurs personnes, enfin, surtout à l'époque, les recherches ont progressé depuis, mais il y avait cette espèce de... Est-ce que c'était un agglomérat, donc lui-même encore plusieurs identités. Et enfin, dernière identité de la personne qui s'est éteinte à Wellgoat sur son petite colline, c'est le mari. C'est le mari, pourquoi? Parce que la personne qui a retrouvé Victor Ségalen dans cet endroit mystérieux, c'est son épouse, mais... plus étonnant, quelques jours auparavant, il s'était rendu dans ce même endroit avec son épouse Yvonne. Il s'y était installé quelques moments pour discuter, se rafraîchir, etc. Donc elle seule connaissait l'endroit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle seule est allée le chercher spécifiquement là. Donc vous voyez toutes ces identités, le mari, le sinologue, l'officier, le médecin, le poète, le philosophe, le celte, enfin, toutes ces identités sont réunies dans cette mort. Et c'est ça que je trouve fascinant. Alors, pourquoi cette quête me parle? Juste quelques mots pour moi. Moi aussi, j'ai connu d'une certaine façon, alors pas un déficit identitaire, j'ai la chance d'avoir des vrais parents et grands-parents, et ils sont super. D'ailleurs, j'ai la chance d'avoir mon père ici avec moi et son épouse. Mais c'est plutôt un déficit géographique. Parce que mon père est médecin, lui aussi, mais il faisait son internat à Paris. Il est breton, il est finistérien, comme ma mère, de famille finistérienne. Il faisait son internat à Paris. Et quelle bonne idée de me mettre au monde. J'irai pas à Paris. Pire.
en banlieue parisienne. Donc il était interne à Val-de-Grâce et moi je suis née en banlieue parisienne. Mais c'est pas fini, je vais raconter tout le malheur. Ensuite, mes parents vont s'installer du côté de la Baule, en Loire-Atlantique. Alors là, super succès. Loire-Atlantique, déjà vous imaginez la Seine-Manche, la Rhône Méditerranée, enfin, je veux dire, c'est de cette région, Loire-Atlantique. Plus la phrase qui va avec, bonjour, t'es d'où? Je suis de la Baule. Mais c'est pas la Bretagne, ça. Mais non, c'est pas la Bretagne, évidemment. Il y a un décret en 1972 qui, pour des raisons économiques entre Rennes et Nantes, by the way, enfin c'est pas un discours politique, hein, mais bon, éloigne cette région, pourtant il y a le château d'Anne de Bretagne, de la Bretagne. Donc, déficit identitaire. Et bien, qu'est-ce que je fais? Je me passionne pour la Bretagne, je revendique mes origines, je vais à Pézévette, à Audierne, et comme ça suffit pas, c'est quand même un peu forcé, je me trouve un truc qui est plus original, j'apprends le russe. En pleine guerre froide, ça vous donne tout de suite un look super. Déjà, je parle une langue de l'ennemi, genre ça, et en plus, non seulement je la parle, mais je la parle si bien que j'arrive à même travailler dessus. J'arrive à travailler à la Commission européenne, voilà, avec des vrais russisans qui ont fait l'ONZO, voilà. J'arrive à faire des missions dessus, je fais des conférences en Russie, j'ai ce dernier livre qui va être traduit en Russie sur l'amour, et voilà, donc je travaille vraiment, j'ai fait comme Ségalen, j'ai décidé que, oui, d'abord il y avait la Bretagne, puis il y avait la Russie, et la Russie, je l'incorporais à moi-même, si je le décide, c'est possible, il suffit de travailler. Et puis d'y croire. Et ça, c'est intéressant en termes d'inspiration. Et c'est Victor Ségalen qui m'a inspiré. Il m'a inspiré aussi dans un autre roman qui s'appelle Ouest, parce que justement, dans cette quête de me retrouver une identité bretonne et pas la Loire-Atlantique, endroit flou, je me suis passionnée pour les mythes celtes. Donc je me suis passionnée, et j'ai réussi à publier un livre qui s'appelait Ouest, qui était une histoire d'amour racontée sous l'angle des mythes celtes. J'ai passé une année à aller en Irlande, aller en Bretagne, faire le tour de tous les endroits, de toutes les bibliothèques, lire ces mythes, rencontrer des spécialistes de la culture celte. Et c'est Ségalen qui m'a mis sur la voie. Juste une phrase. Il a dit à un moment donné, c'est ça, j'ai été déclenchée par une phrase. Il dit dans les stèles, ces minutes hallucinées où le mythe vous prend à la gorge. Il ne faut rien négliger de cela. Et moi, c'est vrai que le mythe, quand j'ai découvert les mythes celtes, ça m'a vraiment pris à la gorge, que ça me parlait profondément. Donc ça m'a inspiré ce roman. Voyez, donc ça, c'est Ségalen. Et troisièmement, un petit sourire alors, j'ai fait un truc, à un moment donné, je suis allée travailler dans le conseil RH, et c'était bien, parce que c'était une société anglo-saxonne, j'en avais besoin pour des raisons personnelles, j'avais une famille élevée, et je suis allée dans un cabinet anglo-saxon, et j'ai eu un échange avec une femme superbe, qui s'appelait Diane, qui s'appelle toujours d'ailleurs Ségalen. Et c'est en échangeant avec Diane, à un moment donné, que évidemment on Ségalen. Et l'entretien, on ne sait plus mutuellement. Bien sûr, j'ai fait des choses super, j'étais quelqu'un de très bien, mais passion pour Ségalen. Et là, ça a été comme le fil rouge, quoi. Et moi j'hésitais parce qu'ils voulaient que je vienne travailler pour eux, je ne savais pas si j'avais envie, mais quand j'ai entendu qu'elle s'appelait Ségalen, je me suis dit, this is a sign. C'est un signe, et j'y suis allée. Donc voilà, donc c'est vraiment une espèce de... Voilà. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est pas pour parler de manière extrêmement impudique de moi-même, simplement parce que de temps en temps, il y a des gens qui nous inspirent dans la vie. Il ne faut pas les laisser passer. Parce que ce sont des personnes qui nous habitent. Moi, ça fait très longtemps. J'ai découvert Victor Ségalen, j'avais 18 ans. Vous voyez, ça fait très longtemps que cet homme m'accompagne. Et c'est toujours intéressant de réfléchir à ses propres frontières. Je vous invite à réfléchir à vos identités, hein, parce que l'identité, c'est quand même ce qu'on se raconte sur soi-même. À un moment donné, on voit bien, on peut se raconter une identité. Alors, sans tomber, c'est pas un cours de schizophrénie, hein, on ne peut pas tous vous apprendre à avoir des identités multiples, quoique ça rend la vie parfois plus intéressante. Mais non, c'est toujours intéressant de sentir qu'à un moment donné, un aspect de notre identité s'essouffle. On est toujours parents, mari, travaillant à tel endroit, vivant à tel endroit. Mais ce qui est intéressant, c'est pas hésiter à se réinventer quand à un moment donné, on sent que, pour paraphraser l'auteur qui nous réunit tous, la vie s'éloigne de nous. Donc je vous invite à ne pas hésiter à faire ce que moi j'ai pu faire aussi grâce à lui et puis d'autres personnes, à m'inspirer. Et en cela, la littérature et l'ouverture est formidable. Je vais terminer mon intervention en remerciant Victor Ségalen, me disant peut-être qu'il est là, il nous écoute, et en le remerciant de nous avoir ouvert la voie. Voilà.